28 novembre 1954. Sous une pluie battante, la foule apprend le verdict de la cour d'assises de Digne. Gaston Dominici, le patriarche de la Grande-Terre, est condamné à mort pour l'assassinat de la famille Drummond. Plus de 150 journalistes se sont déplacés pour suivre l'épilogue de ce drame paysan des Hautes-Terres de Provence. L'affaire Dominici, comme on l'appelle déjà, est le premier fait divers médiatisé à l'échelle planétaire. Elle réunit en effet tous les ingrédients pour devenir une affaire mythique. Négligence de la police, mensonges, aveux et rétractations multiples des Dominici, pistes fantaisistes et rumeurs font que le drame de l'URSS est devenu la plus grande énigme criminelle française du XXe siècle. À 165 mètres exactement de cette ferme, la Grande-Terre, au kilomètre 32 de la route nationale qui relie Digne à Manosque, 7 détonations sèches comme celles d'une arme de guerre déchirent le silence de cette chaude nuit de pleine lune. Quelques chiens aboient. Le bruit est perçu nettement de l'autre côté de la Durance, à plus d'1 kilomètre, mais personne ne réagit dans la maison où vivent les Dominici. Gaston le père, Marie sa femme, Gustave son fils et Yvette sa belle-fille, dont le bébé Alain a juste 10 mois. Et puis c'était pas normal. Ces coups de feu, surtout que bon, je crois qu'on en a compté 7. C'était fort. C'était fort. On ne pouvait pas, comment vous dire ça, je le ressens aujourd'hui, 50 ans après, de la même façon. Mais on ne pouvait pas donner une direction, ni un sens de proche ou loin. On ne savait pas si c'était tout près ou loin, parce que c'est un endroit qui fait écho. On a mis un temps à se rendormir, et puis on s'est rendormi pour... Après, entre-temps, j'ai donné le biberon à mon bébé. Et après, à 4 heures, debout tout le monde. Gustave est parti sur l'éboulement. Gustave, le mari d'Yvette, est en effet préoccupé. La veille, ils ont oublié de refermer la martelière, la vanne du canal d'irrigation qui arrose leur luzerne, et le champ s'est gorgé d'eau. Et ça a emporté toute la terre sur la voie ferrée, puisque le terrain était en bordure de voie ferrée. Alors il y avait du bois, il y avait de la terre, donc il a fallu déblayer tout ça avant. Et pour nous, c'était un souci énorme. Oui, parce que ça vous aurait coûté très cher. Il fallait payer ça à la SNCF. Ah, c'était une amende qui était très chère. L'arrêt d'un train, c'est à la minute. C'est ainsi que Gustave, à 5 heures, en allant surveiller l'éboulement, aperçoit le corps inanimé d'une fillette dans la pente menant à la Durance. Cette fillette, il l'a déjà vue la veille. Elle était l'un des passagers de la voiture anglaise, la Hillman, qui s'est garée au bord de la route un peu plus loin. Vous les aviez vus, vous? Je les ai aperçus le soir. Mais on ne pouvait pas penser qu'ils allaient passer la nuit là. Il n'y avait ni tente, ni caravane, il n'y avait rien. Ils étaient au bord de la route? C'était des gens arrêtés au bord de la route. Gustave remonte à la route nationale, donne l'alerte en arrêtant un motocycliste et regagne la Grande-Terre. Et Gustave est revenu livide. Eh bien, vous savez, les coups de feu de cette nuit, il nous dit à ma belle-mère, à moi, il s'est passé quelque chose de grave là-haut. À 7 heures, 3 gendarmes arrivent sur les lieux. Gustave les accompagne. Outre la fillette, il découvre 2 autres cadavres. Une femme sous une couverture et un homme de l'autre côté de la route, recouvert par un lit de camp. Un fouillis indescriptible règne autour de la voiture, immatriculée en Angleterre. Sur des documents, les gendarmes lisent « Sir Jack Drummond, Nottingham ». Au fil des heures, des dizaines de curieux envahissent le terrain. Je suis arrivé, je suis descendu là. Je suis descendu là et j'ai regardé. Il y avait du monde partout.
Je me dis, mais c'est pas possible, enfin. Et les indices et tout, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils n'empêchent pas les gens de se promener comme ça? Et j'ai vu l'inspecteur, il était à peu près par ici, là. Il marchait en direction du pont, et puis il se baissait, il disait, tiens, une cartouche. Oh, tiens, voilà une douille. Et j'ai vu ça à 4 reprises. Donc les indices étaient brouillés, tout était brouillé. C'est obligé, avec le monde qu'il y avait. Période de vacances, problème d'effectifs. C'est la police judiciaire de Marseille qui est chargée de l'enquête. Un temps précieux est perdu avant que le commissaire Sebeil n'arrive sur les lieux. Le juge Périès, ne voyant pas arriver Sebeil, il aurait dû attendre que Sebeil arrive. Mais comme il y avait déjà les inspecteurs qui avaient fait les constatations, Périès a donné l'ordre de dégager les corps. Et les corps ont été dégagés avant l'arrivée de Sebeil. Avant l'arrivée de Sebeil. Mais Oui. Sebeil dit le contraire. Oh non, ça, c'est pas vrai. Donc Sebeil n'a jamais vu les corps. Sebeil, il n'a jamais vu les corps ici sur place. Ça a été un cafouillage terrible. Il n'empêche qu'une pièce à conviction essentielle est vite découverte dans la Durance. Il y avait une mare là. Vous voyez, à la place de l'autoroute, c'était une mare. Et j'ai vu les inspecteurs qui étaient dans la mare en train de chercher. Il y en avait 2. Ils étaient là en train de chercher, puis tout d'un coup, un s'est relevé. Ça devait être à peu près... Sebeil venait d'arriver. 17h. Pas tout à fait. 16h30. Ça devait être 16h30 par là. Il s'est relevé en montrant, il dit « ça y est, j'ai l'arme ». Voilà. Dans une mare, tout près. Dans une mare tout près, alors qu'à 50 mètres là-bas, vous aviez le grand courant de la Durance, que si ça avait été les Dominici, ils connaissent le coin, ils avaient qu'à jeter l'arme dans le grand courant, personne ne l'a trouvé. C'est avec cette fameuse carabine automatique américaine de marque Rocola que les époux Drummond ont été tués. Et c'est avec sa crosse que la tête de la petite Élisabeth a été fracassée. Indice de première importance, les douilles et les balles non percutées retrouvées sur place prouvent que l'assassin ne savait pas se servir de l'arme. Il l'a utilisée au coup par coup, comme un fusil normal, et pas en rafale, comme c'est son usage. Un autre fait troublant va compliquer la tâche des enquêteurs. Le corps de la fillette, retrouvé de l'autre côté du pont, est sans chaussures, et ses pieds sont intacts. Cette constatation est faite par le docteur Dragon, premier médecin arrivé sur les lieux. Il était accompagné de son fils, âgé à l'époque de 18 ans. Et c'est là où il y a la polémique avec mon père qui dit que si la fillette a couru, il n'est pas possible qu'elle ait pu avoir des pieds qui n'aient pas été blessés vu l'état du terrain. Même moi, maintenant, en y repensant, c'est pas possible. Mon père, lui, avait la ferme conviction qu'on l'avait transporté où on l'a trouvé. Que c'était pas possible, ou alors à moins, on peut toujours supposer qu'elle se soit cachée, qu'elle ait eu des chaussures, mais alors pourquoi quand on l'a trouvée, elle ne l'avait plus? Qu'on ait essayé de la poursuivre, c'est tellement bizarre. Dès l'identité des victimes connues, la presse parisienne s'intéresse à ce fait divers, car Jack Drummond est un nutritionniste célèbre en Angleterre, anobli par la reine. Il voyageait en France avec son épouse Anne et leur fille Elisabeth, âgée de 10 ans. Les journalistes flairent la grosse affaire et descendent d'autant plus volontiers en Provence que l'actualité est plutôt creuse en cet été 1952. Un jour, une dépêche est tombée à François et on m'a dit « Chaput, vous partez ». Et comme ça que je suis arrivé à la Grand-Terre. Et ça a duré combien de temps? Au total, sur les 3 années de cette affaire, j'ai passé 1 an et 18 jours à Lurs. La chance a voulu que ce jour-là, la première personne que j'ai rencontrée, c'est le père Dominici, Gaston Dominici. Et pourquoi cet homme m'a-t-il pris en témoin? Et il avait expliqué ce que, normalement, il aurait pu expliquer à n'importe qui. Voilà, ça s'est passé comme ça, l'homme a été retrouvé là-bas, la femme a été retrouvée là-bas,
Et la petite fille est partie près de la Durance. Et c'est là où il m'a dit, à partir de là, à partir du mûrier, la petite a crié. Et à ce moment-là, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas relevé l'histoire. Je l'ai relevé, mais enfin, pour moi, ce n'était pas un événement. Gaston de Minicy, c'est le patriarche de la Grande-Terre. À 76 ans, il règne toujours en maître sur sa famille. À force de volonté et de courage, amassant sou après sou, il a, lui, l'enfant naturel, le bâtard, acheté cette exploitation avec les terres qui l'entourent. Fâché avec Clovis, le premier garçon de ses 9 enfants, qui a quitté la ferme pour travailler à la SNCF, il a choisi Gustave pour reprendre l'exploitation. Et lui, il passe désormais son temps avec ses chèvres, qu'il promène tôt le matin dans la montagne ou sur les bords de la Durance. Vous êtes le journaliste qui avait le plus côtoyé Gaston de Minicy. Oui, j'ai bouffé avec lui, j'ai bu le pastis, je ne sais pas combien de fois. Qui était ce personnage? Je sais pas, c'était un type à la fois formidable, un vrai bonhomme, quoi. Mais c'est un brutal et il a sa personnalité, c'est très forte, une personnalité très forte. Il n'accepte pas des 1000 choses dans l'existence, il rejette, il se bat, il est involontaire, etc. Et puis, la chose importante, en fait, de son existence, c'est ses relations avec sa future femme. Il est chez un paysan et il aime la fille du paysan. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander donc au patron, il va lui dire « Je voudrais épouser votre fille ». Et l'autre lui dit « Va-t'en, bâtard, tu t'imagines pas que je vais donner ma fille à un bâtard. Allez, va-t'en ». Alors, en effet, le temps passant, le père Gaston est parti à Lyon faire son service militaire et il revient. Et quand il revient, il reprend rapport avec la fille de ce paysan. Et le paysan lui dit « Tu veux toujours ma fille ?»« Oui, dit Gaston de Minicy. »« Eh bien, prends-la. » Et la fille lui dit « Vite, marions-nous avant qu'il change d'avis. » Alors on peut penser qu'elle l'aimait, etc. Mais toujours est-il que le jour du mariage, elle lui dit « Tu sais, il faut que je te le dise quand même, je suis enceinte. » Et elle dit de qui? D'un gendarme. Donc le père de Minicy, qui avait épousé cette fille comme ça, parce qu'il l'aimait, tout compte fait, etc., se trouve trahi. Là, la trahison, ça existe tout de même pour les gens qui ont un peu d'amour-propre. Hein. Il passe une nuit abominable, il ne dort pas, il me l'a raconté, et puis le temps passe, et puis arrive le mois d'août 1952. L'assassinat des Drumont bouleverse la France entière. Des centaines d'anonymes assistent le 7 août à leurs obsèques au cimetière de Forcalquier. Les Drumont sont enterrés en France car une directive encore en vigueur interdit de rapatrier les corps en Angleterre. L'émotion et l'indignation sont d'autant plus vives qu'on voue une grande reconnaissance aux Anglais qui ont participé, il n'y a pas très longtemps encore, à la libération de la Provence. C'est à Péruy, à quelques kilomètres de la Grande-Terre, que l'inspecteur Sebeil a installé son quartier général. Il concentre d'abord son enquête sur le seul élément tangible dont il dispose, la carabine Rocola. Il la présente aux habitants des fermes avoisinant l'endroit du crime. Personne ne la reconnaît, à l'exception de Clovis de Minicy. Lorsque Sebeil vient au dépôt de la gare où il travaille lui présenter la carabine, Clovis tremble et tombe à genoux. Il se reprend très vite, sans pour autant expliquer son geste. Ce premier incident pousse le commissaire à s'intéresser à la ferme de la Grande-Terre et à ses habitants. Il interroge Gustave, puis Jean-Marie Olivier, le motard qui a donné l'alerte le matin du crime. Et là, le cycle infernal des contradictions et des mensonges commence.
Gustave affirme qu'à 5h30, lorsqu'il a découvert le corps de la petite Élisabeth Drumont, il s'est rendu directement sur la route nationale, à l'aplomb du chemin, sans voir les cadavres des parents près de leur voiture. Le motard Jean-Marie Olivier n'est pas d'accord. Vous arrivez dans le virage, et qu'est-ce que vous voyez là? Eh bien, je vois la voiture. D'ailleurs, je l'avais vue la veille, cette voiture. Au soir, oui. Oui, je l'avais vue la veille. Et là, quand je suis arrivé à peu près à sa hauteur, l'autre est sorti pour faire... Derrière la voiture, brusquement. Oui, pour faire le signe d'arrêter. Mais vous êtes affirmatif, il est sorti derrière. Moi, je l'ai vu comme un pantin qui sort d'une boîte. Il devait être accroupi, comprenez, à chercher sur peut-être les douilles, comme on dit les policiers. Et quand il a entendu le bruit de la moto, il s'est levé pour prévenir. Et donc vous avez... Ah, mais j'avais pas des freins surpuissants, hein. Il me fallait un temps pour arrêter, moi. Et donc, Alors c'est là qu'il est venu et qu'il m'a dit, il y a un cadavre là-bas. Préviens la gendarmerie. Il ne m'a pas dit où. Il n'a pas spécifié où était le cadavre. et vous êtes parti tout de suite. Et je suis reparti à Oraison, D'accord. prévenir la gendarmerie. Et en partant, vous avez vu personne. En partant, j'ai vu sa mère et sa femme qui étaient au pied de la campagne. Devant la maison? Au bord de la route. Selon Gustave, Jean-Marie Olivier est la première personne mise au courant du crime. Mais alors, que faisaient les deux femmes Dominici sur le bord de la route? Savaient-elles déjà ce qui s'était passé? Gustave a-t-il menti? La réponse ne tarde pas. Le 4 septembre, après une confrontation avec le motard Olivier, Gustave reconnaît sur procès-verbal qu'il a bien vu les cadavres des parents Drumont. La suspicion qui l'entoure va s'amplifier lorsque Paul Maillet, un employé de la SNCF, un ami des Dominici, rapporte à la police une confidence que lui a faite Gustave le matin même du crime, alors qu'il passait à la Grand-Air. Et il y avait Gustave et moi, le coup de la petite, ça m'allait. J'ai dit, mais comment il a pu faire pour trouver cette petite? Alors j'ai dit, mais comment tu as fait pour trouver cette petite? Et il m'a dit ce matin, en allant voir le boulevard à 5 h du matin, en passant par la Luzerne. Quand je suis été sur le pont qui traverse la voie ferrée, avant de franchir le pont, je suis été attiré par des gémissements pardérales. Alors j'ai dit, mais comment? Elle était encore vivante, et elle m'a dit, oui, il dit, elle bouge encore le bois. Comme ça. Grâce à l'un de ses amis de la SNCF, nous avons retrouvé Paul Maillet dans une maison de repos près de Lurs. Il a 91 ans. Cela fait 30 ans qu'il n'a pas parlé. Il nous a confirmé point par point son témoignage de l'époque. Moi, j'ai jamais changé. Je dis la vérité, sans méchanceté, sans haine. Je parle franchement, voilà. Moi, je suis été embêté. Ah, je le crois, je le crois. Et le vieux m'a fait signe, il voulait me tuer. Ah, mais je le sais, je le sais. Ah, il voulait me tuer. Les collègues me l'avaient dit, m'avaient dit, mais ils voulaient le tuer. Après, j'étais accompagné par des policiers Oh. pour aller au travail le matin pour passer à la Grand-Air. Résultat, Gustave est arrêté et condamné à 2 mois de prison ferme pour non-assistance à personne en danger. Le 15 décembre 1952, à sa libération, c'est la fête à la Grand-Air. Les Dominici sont persuadés que c'en est fini des ennuis. Ils se trompent. L'enquête semble s'enliser. Les rumeurs vont bon train. On évoque le crime d'un maraudeur, d'un légionnaire déserteur. Des mythomanes, des radiesthésistes, des voyants se manifestent. Les lettres anonymes pullulent. Elles orientent les recherches vers la résistance ou l'espionnage. Un repris de justice, un certain Bartkowski, est même entendu par des inspecteurs allemands et français à Stuttgart. Ces pistes ne menant à rien de crédible sont abandonnées. L'inspecteur Edmond Sebeil reste persuadé, lui, que l'affaire est un drame paysan. Les événements lui donnent raison. Une nouvelle fois, Paul Maillet intervient de façon décisive. En effet, il n'avait pas tout dit dans sa première déposition. Il avait omis de rapporter une autre conversation qu'il avait eue avec Gustave dans la cour de la ferme. Et quelques jours après, en allant chercher des pommes de terre chez lui. On était sur le marronnier du temps que sa femme allait peser les pommes de terre.
sans que je demande rien. Il m'a dit, mon Dieu, si tu avais entendu ces cris d'horreur, je ne savais plus où me mettre. Et moi, j'ai fait comme ça, où tu étais? Il m'a dit, là devant, au coin de la remise. Voilà. C'est là que, quand il a attrapé le coup de la petite qu'il a trouvée vivante, il a attrapé 2 mois de prison. Et moi, quand j'ai vu qu'un an après, il n'avait pas parlé, il n'avait pas dit ce qu'il m'a dit, j'ai fait une déposition. Pas de méchanceté, ce qu'il m'a dit. Et après, le coup a porté pièce. Et le coup est de taille. Paul Maillet affirme tout bonnement que Gustave a assisté à une partie du drame. Nous sommes le 5 janvier 1953. Edmond s'éveille à son angle d'attaque. Il reprend tout le dossier à zéro et il attend son heure. Ce sera le 12 novembre. Ce jour-là, branle-bas de combat. Le clan Dominici, Paul Maillet et plusieurs témoins sont conduits au palais de justice de Digne pour être entendus. Le 13 à 1h du matin, Gustave craque. Il avoue tour à tour qu'il a entendu des cris la nuit du meurtre, qu'il s'est rendu plusieurs fois sur les lieux et qu'il a déplacé le corps d'Anne Drummond pour voir si elle était encore vivante. Et après une journée entière d'interrogatoire, il va plus loin. Il accuse carrément son père d'être l'auteur du triple crime. Clovis déclare à son tour qu'il sait son père coupable. Le commissaire Sébeil conduit alors les 2 frères à la ferme. Il désigne l'endroit exact où était cachée la carabine avant le crime. Gaston, le patriarche, est arrêté. Il nie tout, mais le 14 novembre au soir, il passe aux aveux. Il déclare en patois devant un policier « C'est un accident, ils m'ont attaqué, je les ai tués tous les 3 ». Il réitère ses aveux devant le juge d'instruction Périès. Maître Pollack, l'avocat de Gaston, met très vite en doute les conditions d'interrogatoire de la famille Dominici. Il accuse policiers et juges d'instruction d'avoir poussé les témoins aux aveux. Alors ça, s'il y a des braves types qui sont incapables de faire quoi que ce soit, c'est bien le père Sébeil et le père Périès, le flic et le magistrat. Jamais. Si Gustave, subitement pris du court, se met à tomber dans les bras du flic tout de même, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et enfin, est-ce que vous imaginez, vous allez tomber dans les bras d'un flic pour lui dire « c'est moi qui ai tué mon père ?» Jamais. Bon, et alors il dit « mon père est le coupable ». Et Clovis, alors, et toi? Il tombe lui aussi, il dit « mon père est le coupable ». Et on prend le vieux et il dit au juge « c'est moi le coupable ». Alors qu'après, ils disent non, c'est pour les premiers. Dans la foulée des aveux, une reconstitution est organisée. Sur les lieux du crime, Gaston, la canne à la main, est contraint de refaire les gestes qu'il vient de reconnaître. Et la reconstitution, vous étiez là? Oui. Comment ça s'est passé avec Gaston? Il a tout fait, il a tout démontré, tout montré. Et même la meilleure preuve, c'est qu'après, il est monté dans le camion de la gendarmerie et qu'il a pris un bout de papier, il dit, je les ai tués tous les 3, et il a signé Gaston Dominici. Ça existe. Alors, faut pas plaisanter. Alors que Gustave, Clovis, Gaston sont passés aux aveux, Yvette Dominici, à son tour, craque. Une fois, le juge Périès, j'étais à bout. Il avait passé la matinée à m'interviewer, à m'interroger à la Grande Terre. Ben enfin, dites une fois comme votre mari, dites-le qu'il est sorti. J'ai dit, bon, je vais vous le dire, allez, ça y est, il est sorti, maintenant c'est fini. J'ai rien signé. J'ai rien signé et ça n'a pas été gardé, je crois, dans les... Ça a été dit dans la presse. Et je savais qu'il n'était pas sorti. En réalité, Yvette a bien signé un procès-verbal dans lequel elle déclare « La nuit du crime, j'ai entendu des cris. Mon mari s'est levé et à son retour dans la chambre, il m'a confié que son père avait tué. Il m'a même dit « Je me demande pourquoi il est allé là-bas, pourquoi il a fait ça. » Tout le clan Dominici est passé aux aveux.
On pourrait donc croire l'affaire bouclée. Il n'en est rien, car très vite, Gaston le patriarche se ressaisit. Il se déclare innocent et qualifie ses aveux de fantaisistes. Gustave, aussitôt, adopte la même position. Non, je crois mon père innocent. Gustave a en fait un problème. Chaque fois qu'il est en face du juge, il accuse son père. Mais lorsqu'il est mis en sa présence, il l'innocente. Ce jeu va se reproduire plusieurs fois. Seul Clovis maintient ses accusations. Votre père, un jour, vous a dit, c'est moi qui fais péter. C'est moi qui l'ai fait péter 3. Je l'ai fait péter 3 et on fait péter un quatrième. En quatrième. Gaston, le patriarche de la Grande-Terre, est jeté en prison. Les Dominici sont désormais partagés en 2 clans irréductibles. Et c'est dans cette atmosphère de déchirement familial, de haine, de mensonges élevés au niveau de l'art, que le 17 novembre 1954 s'ouvre le procès de Gaston Dominici. Digne vient de voir son activité décuplée par l'ouverture du procès Dominici. Autour de l'arme du crime se joue la tête d'un vieillard qui étonne par sa présence d'esprit, sa résistance et sa verdeur, mais qui n'en est peut-être pas moins un assassin. Après 2 années de silence, va-t-on enfin voir luire la vérité? Ce procès marque le début de la médiatisation judiciaire. Digne est envahi par les journalistes. Pour la première fois, on utilise à grande échelle les moyens rapides de transmission des informations et des photographies. Des haut-parleurs ont même été installés dans la cour du palais de justice, car la salle est trop petite. Les journalistes ne pouvaient rêver meilleur procès, car la famille de la Grande-Terre va se déchirer, se menacer, s'invectiver 12 jours durant. Nous sommes en pleine tragédie antique. Gustave, témoin capital, ne va pas cesser de mentir, de se contredire, de multiplier les contre-vérités avec une mauvaise foi désarmante. Clovis, lui, réitère avec force les accusations qu'il a portées contre son père. Pendant ce grand déballage, Gaston trône dans le box des accusés et joue de tous les registres de son intelligence ou de sa roublardise. Le dédain, l'émotion, l'humour, la haine, l'indifférence. Il déclare même « C'est pour sauver quelqu'un de la famille que Clovis m'accuse. Car pourquoi m'accuser? Je n'ai jamais tué, même pas une sauterelle. » Le procès Dominici en arrive à la fin. On a, dans la cour du tribunal, reconstitué autour d'une voiture Hillman identique à celle des Drummond, certaines phases de la scène tragique. Discussion autour des portières, autour du pare-choc. Rien de marquant n'est sorti de ce nouvel acte de l'affaire qui hante tous les esprits. C'est maintenant l'heure du verdict. Gaston Dominici était persuadé qu'on ne condamnerait pas à mort un homme de son âge. Il se trompait. Lorsque la sentence tombe, le patriarche de la Grande-Terre comprend qu'il a mal joué. De la prison des Baumettes, où il a été transféré, il clame une fois de plus son innocence, puis laisse entendre que c'est Gustave et son petit-fils Roger Perrin qui ont fait le coup. Et à partir de ce moment, le doute va s'insinuer jusqu'à aujourd'hui dans la conscience française. Et si Gaston n'était pas coupable? Car dans cette affaire, il n'y a aucune preuve matérielle, seulement des aveux. Depuis la condamnation à mort de Gaston, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la culpabilité ou l'innocence de Gaston Dominici. Un verdict rendu par une justice qui 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après n'arrive pas à réunir une opinion publique sur une idée d'innocence ou de culpabilité, cela s'appelle un échec de la justice. Et un échec de la justice, quand un homme est condamné à mort, et qu'un homme comme le général de Gaulle, qui avait aucune tendresse pour les meurtriers d'enfants, le gracie, c'est que quelque part on est en présence d'une énorme énigme qui pour moi, mais c'est mon opinion, c'est disons presque ma religion, est une erreur judiciaire. L'erreur judiciaire.
elle hante dès le verdict les responsables politiques. 2 grands policiers parisiens sont donc désignés par le ministre de la Justice pour mener une contre-enquête. Une première dans les annales de la justice française. L'affaire Dominici n'a pas fini de faire parler d'elle. Le silence sur le crime de l'URSS n'aura pas duré longtemps. Le commissaire Chenevier et son adjoint, le commissaire Gillard, reprennent aujourd'hui, sur les lieux mêmes du crime, l'enquête qui amena la condamnation de Gaston Dominici. Une surprise va-t-elle surgir de cette nouvelle enquête? Non, aucune surprise. Ce tapage judiciaire va durer 1 an et se terminer par un non-lieu, car le juge Pierre Carias, chargé d'instruire ce nouveau dossier, aboutit aux mêmes conclusions que son prédécesseur. D'après mon père, c'était Gaston qui avait fait l'assassinat, mais qui avait peut-être été aidé pour la petite fille. C'est pas d'après lui, il n'était pas certain qu'il ait pu arriver avec la force avec laquelle il arrivait à courir, qu'il ait pu arriver à tuer la petite fille. Mais peut-être que c'était possible. C'était son point d'interrogation, il était là. Mais pour le reste, non. Pour le reste, non. Gaston Dominici reste donc au Baumette. Il est le plus vieux condamné à mort de France. Comme on ne guillotine pas un vieillard de 78 ans, le président Coty commue sa peine en réclusion à perpétuité. Au début de 1960, un reportage télévisé émeut la France entière. Au Baumette, au fond d'un de ces puits de ciment dont les parois éclatent au soleil du midi, un vieil homme de 85 ans aimerait que tout recommence comme avant. Du haut du chemin de ronde en ciment d'où l'on surveille sa promenade, j'ai vu Gaston Dominici avant de lui parler. Depuis 6 ans, il porte, m'a-t-on dit, le même pantalon de velours côtelé qu'il avait le jour de sa condamnation à mort. Il y a 8 mois, un traitement appliqué pour une angine a fait tomber sa grande chevelure blanche et sa moustache de patriarche. Et dans cette courette, où l'on est atrocement tenté de compter ses pas, à quoi pense-t-il, le vieux Dominici? Ses gardiens me l'ont dit, il pense à sa ferme, à la Grand-Terre, à ses chèvres, dont il ne suit plus les pas dans la montagne, à son chien qu'il avait obtenu l'autorisation d'amener dans sa prison et qui est mort le premier. J'ai parlé à Gaston Dominici avec Jacques Chaput. Il nous répétait sans cesse « Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là ?» Et il a même ajouté, sans se rendre compte de l'énormité du mensonge qu'il proférait, « Moi qui n'ai jamais donné une gifle à mes enfants. » De Clovis qu'il a dénoncé et qui est mort, il m'a dit c'est le remords qui l'a tué. De Gustave qui va quitter la Grand-Terre, il m'a dit je lui en veux. Qui va s'occuper de la terre maintenant? Je lui ai dit qu'à l'occasion du 14 juillet, ses avocats allaient demander sa grâce. Ce sont des histoires que vous me racontez. Vous vous amusez de moi, vous faites des photos, des films. C'est comme ça que vous gagnez votre vie. J'avais vu qu'il était bien traité, alors en partant, pour l'encourager, je lui ai dit, vous êtes bien ici. Il m'a dit, oui, je suis bien, mais je ne suis pas dehors. Pierre Desgroupes ne mentait pas. Le 13 juillet, le général de Gaulle gracie le vieillard qui vient de faire 7 ans de prison. Gaston regagne sa ferme au bras de Gustave, poursuivi par une cohorte de journalistes et de curieux. Il va couler des jours paisibles avec Marie, sa femme, que cette affaire a brisée. Entouré de nombreux petits-enfants, Gaston est un bon grand-père attentif. C'était comment dire, comme ma grand-mère, quelqu'un de doux, de tendre qui aimait beaucoup les enfants. Donc quand ça nous a toujours révolté, surtout enfin, moi, je pense que dans la famille c'est un petit peu pareil, qu'on ait pu lui faire endosser, on va dire, le côté horrible de ce qui s'est passé.
parce que vu l'amour qu'il portait aux enfants, qu'il portait, on va dire, à l'être. Le patriarche de la Grande-Terre, diminué physiquement, ne va pas profiter longtemps de sa liberté. En 1965, il meurt à l'hospice. Le temps passe. Les Dominici font encore parfois la une des journaux. Le divorce d'Yvette, la mort de Marie, celle de Gustave. Malgré les années, le doute sur la culpabilité de Gaston demeure. L'affaire Dominici attire le cinéma. Jean Gabin incarne Gaston Dominici à l'écran. Orson Welles réalise un documentaire sur ce drame typiquement français. Policiers, journalistes, magistrats y vont de leurs livres. Les thèses s'affrontent, même si parfois le bon sens et la logique sont oubliés. En tout cas, le mystère persiste. Alors je veux bien, il n'est pas coupable. Alors qui est coupable? Hein? Des mecs qui viennent de Stuttgart, des rigolos, des types qui arrivent... La résistance? Mais non, là, on est en 52. Soyez gentils, moi, c'est des périodes que j'ai connues. En 1952, déjà, la résistance, on n'en parlait plus. Ce n'est pas si certain, car durant la guerre, il s'est passé bien des choses sur le plateau de Ganagobi, à proximité de la Grande-Terre où 2 maquis, alimentés par les Anglais, étaient installés. C'est par l'intermédiaire du père Lorenzi, coordonnateur des réseaux dans son vieux prieuré, que les Dominici qu'il connaissait bien sont entrés en contact avec la résistance. La 10e compagnie a fait on fait sauter des camions allemands. Donc il y avait les fils de Dominici. Il y avait donc Slovis, il y avait Gustave, il y avait le père qui ne s'occupait pas de ça, le père s'occupait des chèvres. C'est ainsi qu'est née la romanesque hypothèse de l'argent parachuté par les Anglais, récupéré par les Dominici, et de la venue de Jack Drummond à Lurs pour régler le problème. Est-ce qu'il y a eu des parachutages là-haut? Oui, il y a eu quelques parachutages, mais pas très longtemps. C'était trop près de l'axe où les Allemands étaient en occupation, c'est la Brianne et Sisteron. Et dans les parachutages, il y avait quoi? Il y avait des armes, il y avait des munitions, il y avait des armes, oui. Est-ce qu'on a pu parachuter de l'argent? Écoutez, moi j'ai vu parachuter une fois de l'argent, mais il y avait tout l'état-major. Hein. Il n'y avait pas n'importe qui. Et on a dit que l'affaire Dominici, c'était une affaire de résistance, de règlement de compte, d'argent parachuté. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que ce bonhomme-là et ces gens-là, s'il y avait eu de l'argent, vraiment, ils auraient pu travailler, ils auraient tout au moins. Et alors le fils est parti faire le maçon, et faire un maçon, un ouvrier maçon, c'est pas facile. S'ils avaient eu de l'argent, je pense que non. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Le trésor de la résistance, ça tient pas? Non, absolument pas. Là, je vous assure qu'il n'y a pas eu de trésor. Hein. Ça, ça fait bien, parce qu'on en parle, on raconte. Ça ne tient pas debout, ça. Ça ne tient pas debout. Quand vous pensez que les types qui avaient des problèmes pour ramasser 200 000 anciens francs ou 300 000 anciens francs, il a fallu aller braquer le notaire, etc., etc. Alors où est-ce que ça donne? S'il y avait eu un trésor, il ne serait pas chez le notaire pour chercher 200 000 francs. Il faut surtout savoir que les rares parachutages d'argent contenaient des billets provisoires comme ceux-ci. Des billets qui n'eurent cours que peu de temps. Des billets que leurs possesseurs durent obligatoirement changer à la Libération. Exit donc la résistance. Reste une piste qui a le mérite d'enflammer les imaginations, l'espionnage. Déjà envisagée en 1952, elle est évoquée régulièrement depuis. Cette piste repose sur 4 hypothèses. La première, les services secrets soviétiques, le fameux KGB, auraient fait exécuter Jack Drummond car il aurait participé comme espion après la guerre à la chasse aux savants nazis, notamment les chimistes. À Moscou,
à la Loubianka, siège des services secrets, nous avons rencontré le lieutenant-général Sergei Gondrachov, ex-directeur du département britannique du KGB, qui a participé en 1945 à la récupération des savants nazis. Avant de nous rencontrer, il a consulté les archives de cette époque, aujourd'hui accessibles. Si Jack Drummond était un chasseur de scientifiques nazis et qu'il vous gênait, est-ce que c'était une raison suffisante pour que votre service donne l'ordre de l'exterminer? C'est totalement exclu. Il faut comprendre que pendant la période en question, des exécutions de ce genre, comme celle qui est décrite ici dans ce livre, ce sont des fadaises. Je connais bien cette période, j'étais à Moscou. Je travaillais au traitement des sources d'informations et ce genre d'élimination de personnes faisait partie des informations dont j'avais connaissance. Je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque action contre cet Anglais et je ne vois pas quel autre service secret, parce que tous les services secrets se surveillaient, bien entendu, aurait pu commettre cette action. C'est pratiquement exclu. Deuxième hypothèse. Le soir du 4 août 1952, Jack Drummond serait tombé dans un piège. Il aurait garé sa Hillman bien en vue sur le bord de la Nationale 96, car il avait un rendez-vous avec ses assassins. Le prétexte, lui fournir des informations sur l'usine chimique de Saint-Auban, située à 10 km de la Grande-Terre. Qu'en est-il vraiment de cette usine? J'ai travaillé pendant 2 années à faire des recherches sur le passé de l'usine de Saint-Auban. J'ai travaillé sur des documents, sur des archives, j'ai fait des enquêtes auprès de personnes qui sont aujourd'hui en retraite et je n'ai jamais découvert le moindre fil qui pourrait conduire à des travaux ou à des dossiers top secrets. Je voudrais aussi dire que la structure même de l'usine, l'organisation de ses fabrications, le fait que le personnel soit présent jour et nuit et en grand nombre dans les fabrications, les laboratoires et les ateliers, rend peu crédible la conduite d'opérations secrètes dans un site industriel de ce type. Mais pourtant, à l'usine de Saint-Auban, il y avait un laboratoire de recherche. C'est exact, c'était un laboratoire très important dans la société, peut-être le plus grand de la société Péchiney. Mais ce n'était pas un laboratoire où on faisait des recherches pour la défense nationale. Il s'agissait d'améliorer la position de nos produits, leur qualité, voire même de les diversifier. C'était sa mission essentielle. Troisième hypothèse, la plus rocambolesque, l'exécution du crime par les services de l'Est. Un commando venu d'Allemagne via la Suisse aurait assassiné plusieurs personnes dans le sud de la France la nuit du 3 ou du 4 août 1952 avant de s'en retourner illico d'où il était venu. Pas de nom de localité, un flou complet dans les circonstances du meurtre, pas de détails, si ce n'est qu'un portefeuille et une montre-bague auraient pu appartenir au Drummond. Telle est la déposition faite sur une quinzaine de pages par un certain Bartkowski le 12 novembre 1952 devant la police de Stuttgart. Pour accomplir ce qui devait être au départ le cambriolage d'une bijouterie à Marseille, il était accompagné, disait-il, de 3 hommes. Pourquoi envoyer des hommes d'Allemagne, leur faire traverser 2 fois la frontière suisse et leur faire commettre un meurtre en France? Ça, c'est vraiment du polar. Bon, pour se rendre en France à travers la Suisse, c'est facile. Mais les services français sont sur le qui-vive en ce qui concerne les entrées. Et les services suisses aussi, d'ailleurs. À l'époque, ils surveillaient les gens qui quittaient leur territoire et qui y rentraient. Bartkowski et les autres noms, ça ne vous dit rien? Non. Il y a des individus de ce genre que nous avons employés. Tout comme les Américains, d'ailleurs. Mais ils avaient d'autres noms, ils en changeaient souvent, et aucun ne ressemble à cela. Bien sûr, on peut toujours mettre en doute la parole de cet homme. Mais dans tous les cas, on imagine mal que des tueurs professionnels soient venus chercher une vieille carabine américaine dans une remise de la Grande-Terre pour tuer Jack Drummond. Enfin, la piste de l'espionnage s'appuie sur une 4e hypothèse. La secrétaire de Jack Drummond, June Marshall, aurait été retrouvée noyée dans le port de Dieppe en 1956. Cela laisse bien sûr entendre qu'elle savait des choses
et qu'on l'a supprimé. Nous sommes allés à Dieppe. Nous avons consulté les archives des informations dieppoises. Le moindre fait divers y est relaté, même un arbre tombant sur un poulailler. Mais pas d'Anglaise noyée dans le port en 1956, ni en 1955 d'ailleurs. J'ai fait carrière à Dieppe et j'étais particulièrement chargé à cette époque-là d'assister mon patron, le commissaire de police, dans toutes les mises en bière et les autopsies éventuellement quand la mort était suspecte. John Marshall, ça ne me vient pas à l'esprit du tout, c'est un nom qui ne me revient pas. Et je peux vous dire que j'en ai vu des cadavres dans le port que vous voyez ici. Chaque fois, nous étions saisis. Et puis, un drame pareil, lié à l'affaire Dominici, qui a été une affaire dont je me suis intéressé à titre personnel, c'était bien sûr un drame, mais c'était également passionnant. On aurait vu ça dans la presse, tout le monde en aurait parlé. Ah, non, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de John Marshall, de cadavre de découvert dans le port. En revanche, nous avons trouvé dans les archives de 1955 un fait divers approchant. Il ne s'agit pas d'une June, mais d'une Janet Marshall. Elle n'était pas secrétaire de Jack Drummond, mais institutrice à Nottingham. La ville où vivaient les Drummond, c'est vrai, dans un quartier proche du leur, c'est vrai, mais elle n'est pas morte noyée dans le port de Dieppe. Elle a été assassinée dans la région par un maniaque sexuel, un certain Robert Avril, qui a avoué son crime. Erreur, confusion, manipulation. Encore une impasse. Si donc la résistance, l'espionnage ne sont pas des pistes vraiment crédibles, l'affaire Dominici reste une énigme, avec tout de même quelques constatations qui donnent à réfléchir. D'abord, l'arme du crime, la fameuse carabine Rocola, cachée dans cette remise, appartenait bien aux Dominici. Ensuite, les Dominici n'ont pas cessé de s'entre-accuser, sans jamais mettre en cause un étranger à la famille. D'ailleurs, Clovis, jusqu'à sa mort, a accusé son père. Enfin, si Gaston Dominici était un brave grand-père attentif, il avait aussi une autre personnalité. Il était comment dans la vie, Gaston? Ça a toujours été une bête féroce. Oui. Toujours. Une fois pour les maçons, il avait acheté une table ronde en fer, une belle table. Tout le monde était à table. Il est arrivé, il s'est levé la colère, un coup de poing, il a tout renversé. Tout le monde a fini de dîner. Personne n'a mangé. Oh, je te l'avais jamais dit qu'une fois je l'ai vu, il avait pendu son chien à un arbre et il le tapait à coups de fouet. Il avait son topeau, vous savez, quand il arrivait, les chèvres rentraient dans leur atelier. Il les attrapait par le dos comme ça, par faire. Quand j'ai vu faire ça, j'ai dit, mais ça se fait pas des choses comme ça. C'est que des bêtes. Un jour, il a acheté un cheval. Ouais. Un jour, il voulait l'atteler à coups de pierre sur le nez. Et il le tabassait. Oh! Vous l'avez vu, ça? Ah, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Eh bien, oui. La colère, la violence, l'alcool peut-être. Et si le triple crime de l'URSS, finalement, n'était pas une erreur judiciaire? Et si la vérité était sortie du procès de Digne? Gaston Dominici, comme il l'a reconnu plusieurs fois, assassin par accident à la suite d'un terrible concours de circonstances. Je pense que dans la nuit, il n'était pas question que la famille Dominici dorme, ni les uns ni les autres, avec le souci de ce fameux éboulement qui en principe joue le premier rôle, c'est l'éboulement qui est au départ de tout ça. Et dans la nuit, Gaston et même Gustave, sans doute, se sont rendus plusieurs fois à l'éboulement. Ils étaient obligés de passer à proximité du campement des Drummond, certainement. Et je pense que Gaston Dominici ne voyait pas d'un bon œil les gens s'installer à proximité de sa campagne. Et peut-être que dans la soirée, il leur avait dit, mais ne restez pas là, vous êtes chez moi, etc. etc. Il a pu... Et Drummond, d'abord, de toute façon, ils ne se comprenaient pas, puisque l'un parlait anglais et l'autre français. Ils ne se comprenaient pas. Et certainement que Drummond l'a envoyé promener. Et alors la réaction normale d'un paysan de chez nous, c'est plutôt des fois pour rire ou pour faire prendre les choses sérieux.
Le gars, la réaction du gars, s'est dit, bah, c'est comme ça, ben, moi je vais prendre le fusil, puis vous allez voir si vous n'allez pas dégager de là. Alors je pense que Gaston est allé chercher le fusil, est revenu, et le sieur Dumont, qui a vu arriver ça dans la nuit, sa réaction c'était normal, c'était de lui sauter dessus, de l'empêcher de faire du mal. Et c'est ce qu'il a probablement fait. Et c'est là que dans cette bagarre, le premier coup est parti. Gaston a appuyé sur la gâchette. L'altercation tournant alors au cauchemar, Gaston aurait perdu la raison et tué la famille Drummond. Et après, ben, il est certainement rentré chez lui. Et sans doute tout le monde était réveillé, certainement. Il a dû dire, voilà, c'est moi qui viens de tuer, qui viens de tirer, c'est moi qui ai tué les Anglais. C'est terminé, il ne faut plus que ça se sache, il ne faut plus en parler. Une absurde dispute, un moment de folie qui engendre un drame inavouable, une famille qui s'enferme à jamais dans une infernale spirale de mensonges, expliquerait que le crime de Lurs reste aujourd'hui encore une énigme.